Le métal précieux brille depuis maintenant 10 ans, le prix de l'or qui a augmenté de 40% en un an, de 85% en 5 ans. Alors cette performance exceptionnelle peut-elle vraiment durer encore longtemps? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Siam. On a souvent entendu que c'était les banques centrales qui achetaient des tombereaux d'or. Est-ce que c'est vrai? C'est grâce à elles? Et puis lesquelles? Que le marché, que le cours de l'or est à ce niveau aussi élevé? Quand on regarde les données sur le stock d'or détenu par les banques centrales, ce stock d'or augmente, mais il augmente de façon très régulière depuis 2008. Et donc on n'a pas dans ces données de signes. Alors il y a des commentaires disant que les banques centrales achètent beaucoup d'or, mais quand on regarde, il y a des données qui sont publiées par la BRI et qui montrent que le stock d'or des banques centrales augmente de façon régulière, mais il n'y a pas l'accélération. N'a pas vraiment accéléré. Alors quelle explication comment on explique, encore une fois, 85% de hausse du cours de l'or en 5 ans? Bon, alors, l'or a des déterminants qui sont assez réguliers. Quand on regarde le passé, depuis 20 ans, 30 ans, le prix de l'or augmente de façon régulière dans certaines caractéristiques. Mais juste, pardon, mais l'achat d'or, encore une fois, pour faire des bijoux, pour... Oui, alors, c'est pas la vraie vie. Il y a l'or industriel. C'est pas cet or-là qui pousse cette utilisation de l'or, encore une fois, dans l'industrie, dans la bijouterie, la joaillerie, qui explique? Non, mais ce qui fluctue, c'est la demande d'or comme valeur refuge. Hein. Les bijoux, l'industrie, c'est assez régulier, les achats d'or. Donc au-delà des achats des banques centrales, il faut regarder les autres déterminants possibles de l'or. Alors, d'abord, on a observé systématiquement que quand le dollar se déprécie, il y a une hausse des achats d'or. Donc ça, c'est vrai aujourd'hui. Oui, mais en 5 ans, sur 5 ans, le dollar a baissé de 80%. Alors le dollar s'est apprécié jusqu'en 2014-15. Il est à peu près stable. Alors il fluctue autour de 1,10. Et puis il se déprécie beaucoup depuis le début de cette année. Donc l'accélération de la hausse du prix de l'or, on peut l'attribuer au moins cette année à une dépréciation du dollar. Cette année uniquement, pas sur 5 ans ou 10 ans. Ensuite, l'abondance de liquidités. Alors, chaque fois qu'il y a du quantitative easing, il y a une hausse du prix de l'or. Et il faut remarquer que la Réserve fédérale, en réalité, réaugmente la taille de son bilan. Elle réaugmente la taille de son bilan depuis l'année dernière et particulièrement assez rapidement depuis le début de cette année. Et donc, elle injecte davantage de liquidités dollars dans les circuits économiques. Voilà. Le troisième déterminant qui vraiment marche très bien, c'est l'inflation anticipée. Chaque fois qu'il y a eu des poussées d'inflation anticipée, on peut la mesurer par l'enquête du Conference Board, l'enquête de l'Université de Michigan, il y a des achats d'or parce qu'on se prémunit contre la perte de la valeur des... Ça marche sur 2022 et 2023. Alors ça marche beaucoup aujourd'hui. Ça marche depuis 2022, mais ça marche à nouveau depuis que Donald Trump a annoncé l'inflation anticipée, par exemple, pour le Conference Board, est de 7,5% sur un an aux États-Unis. Les ménages anticipent. Les ménages anticipent beaucoup d'inflation. Alors qu'ils sont à 2,8 ou 2,5, ils anticipent 7% à horizon un an. Ils anticipent 6,5 à l'horizon d'un an. C'est une erreur d'ailleurs. Oui, c'est une erreur, mais comme partout, les ménages sont sensibles au prix des biens qu'ils consomment souvent. Donc pas des voitures ou des ordinateurs qu'ils achètent très peu fréquemment. Ils sont sensibles au prix au prix des biens alimentaires et au prix de l'énergie, Alors aujourd'hui, il y a tout ça. Il y a de la liquidité abondante. Il y a des achats des banques centrales, mais à nouveau, ils sont là depuis longtemps. Il y a une dépréciation du dollar et il y a de l'inflation anticipée. Il y a la certitude, quand même, dans laquelle on vit, politique, géopolitique, économique. Voilà. Et donc, il est normal que le dollar monte et que le prix de l'or monte et probablement, il va continuer à monter. Donc, on peut aller vers 4 000 $ et plus? Oui, on est à 3 400 à peu près. Donc on peut aller à 4 000 $. Oui, on peut. Il n'y a pas de limite parce que le stock d'or mondial augmente de 1,5% par an. Donc c'est la même chose que pour les crypto-monnaies. Vous avez un actif dont l'offre est complètement rigide. Alors, pour les crypto-monnaies, l'offre est à peu près stable aujourd'hui. Pour le dollar, pour l'or, elle augmente légèrement. Mais si vous avez un surcroît de demande, il passe entièrement. Donc c'est la financiarisation de l'or et cette capacité à investir via des ETF ou autre chose
pour suivre les performances de l'or qui fait monter le cours? Oui, parce que si vous avez une hausse, par exemple, de la demande d'actions, tout le monde devient optimiste des actions, les entreprises émettront davantage d'actions. Si vous avez une hausse de la demande de monnaie, les banques centrales émettront davantage de monnaie. Bon, l'or, la quantité d'or, elle est complètement ce qu'elle est. C'est lié à l'extraction d'or dans les gisements. Et donc, quand vous avez une hausse de la demande d'or, elle passe entièrement en prix. Alors, juste peut-être pour finir... Oui, je sais, il va être chafouin. Philosophiquement, ça vous... Oui. Vous trouvez ça ennuyeux que les particuliers, que les investisseurs achètent de l'or? Pourquoi ça vous chagrine? Le problème, c'est qu'on développe aujourd'hui des tonnes d'actifs financiers qui ne financent pas l'investissement. Alors, il y a les stablecoins. Les stablecoins, c'est un truc bizarre, qui sont in fine investis en titres du Trésor américain, par exemple aux États-Unis. Hein. Et on se demande à part cacher des transactions, on se demande quelle est l'utilité des stablecoins, parce qu'à la fin, ça finance le Trésor des États-Unis, qui a un déficit public très important à cause des baisses d'impôts. Il y a une utilité économique. Oui, mais enfin, c'est des baisses d'impôts, donc c'est pas de l'investissement supplémentaire. Ouais. Vous avez les crypto-monnaies, le bitcoin, etc., l'Ether, etc. Les crypto-monnaies sont 80%, ne servent pas à des transactions, sont thésaurisées, quoi, essentiellement. Et puis vous avez l'or qui est 100% thésaurisé. Donc ces trois actifs financiers détournent de l'épargne, de l'épargne utilisable pour investir. Et en ce moment, on a besoin d'énormément investir pour la transition énergétique, pour le numérique, pour l'intelligence artificielle, etc. Donc plus vous développez ce type d'actifs, moins vous avez d'argent qui va finir dans le financement des investissements utiles. Et donc, mais ça reste, encore une fois, une brique essentielle d'un patrimoine bien diversifié. Oui, mais les banques centrales donnent... Le fait curieux, c'est que les banques centrales donnent l'exemple. Comme les banques centrales sont acheteuses, tout le monde se dit il n'y a pas de risque. Donc, il y avait le put de Greenspan, maintenant il y a le put tout banque centrale. Comme les banques centrales achètent de l'or, les investisseurs privés d'or se disent comme les banques centrales en achètent, ça doit être un bon placement et il n'y a pas de risque de baisse. Donc on va déverser une quantité d'épargne sur l'or qui serait nettement mieux utilisée pour financer des investissements à long terme. Justement, il y a un risque de baisse sur l'or après une décennie de hausse? Le problème, c'est à nouveau... il n'y a pas de prix fondamental, donc on ne peut pas parler de bulle, parce que l'or, fondamentalement, vaut zéro, quoi. C'est-à-dire, la valeur fondamentale de l'or, c'est zéro. Ça paye aucun revenu, etc. Donc c'est une valeur purement spéculative. Mais du moment, à nouveau, que de grands investisseurs publics décident d'investir une quantité croissante de leurs actifs en or, vous avez un signal qui crée l'absence d'incertitude, qui crée une probabilité de baisse du prix extrêmement faible. Et donc, à nouveau, je trouve le comportement des banques centrales complètement irresponsable dans un monde où on a besoin de mobiliser l'épargne pour investir. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Merci Patrick. Merci David.